Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier qui s'intitule « Réenchanter le parcours client de la destination », tout un programme. Alors avant de sauter dans le vide ou plutôt de s'attaquer au sujet, on va donner une petite minute d'introduction et de présentation à des amis qui sont exposants ici. Donc commençons par Xavier. Je te passe le micro et explique-nous, Xavier, en quelques mots, pourquoi on a intérêt à venir te voir. Bonjour, donc je suis le fondateur de WeBnB. Donc je suis également propriétaire d'un hébergement touristique, d'un gîte en fait. Donc ma problématique est de permettre aux vacanciers de réserver chez moi en direct, sans payer les commissions Airbnb, à Britel, puisqu'en fait je suis sur tous ces sites. Et donc sur Airbnb, je m'appelle Maison Joffre. Donc les gens, ils tapent par exemple Maison Joffre Arrêt, c'est un exemple. Et ils arrivent chez moi, ils peuvent réserver parce que sur mon site, j'ai un bouton de réservation en ligne. Et également, ma deuxième problématique, c'est de donner envie aux vacanciers de venir chez moi, donc en me présentant ce que j'aime bien, les restaurants et les activités à faire. Donc j'ai rencontré Nicolas Jabondon lors des ET11. Lui, sa problématique en tant qu'office de tourisme, c'est de professionnaliser tous les hébergeurs, de valoriser l'offre et d'avoir des calendriers à jour. Donc on a décidé de monter une solution commune. Et cette solution permet d'équiper l'ensemble de vos prestataires, donc gîtes et locations de vacances et chambres d'hôtes, de leur propre site internet, généré en automatique à partir de vos données, office de tourisme, donc Sirtaki, Apidae et tous les autres. Et ce site intègre également les recommandations touristiques, c'est-à-dire que le vacancier va pouvoir, enfin le propriétaire va pouvoir cocher ce qu'il aime bien parmi la base de données, les restaurants, les activités, etc., qu'il aime bien. Et comme ça, le vacancier a un avant-goût de ce qui va se passer pendant sa semaine de vacances. Et le dernier point, c'est qu'on a mis en place une synchronisation des calendriers avec Abritel, Airbnb, enfin tous les sites, pour que l'office de tourisme ait une disponibilité automatiquement mise à jour. Voilà, donc je vous invite à venir me voir au stand numéro 6. Pour information, on est sur Médoc Atlantique. Maintenant, on est une vingtaine d'offices de tourisme en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est disponible aussi en Rhône-Alpes, enfin beaucoup d'offices de tourisme. Merci. Merci Xavier. Alors, même exercice pour Jean-Christophe, tu as une minute pour nous convaincre d'aller voir ton stand. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Jean-Christophe Banin, je suis responsable de l'activité location de vacances au sein du groupe SoLoger. Donc l'activité vacances chez nous, c'est quoi? C'est 4 sites internet que vous connaissez, certains d'entre vous j'espère. SoLoger Vacances, agite.com, vacances.com et amivac.com. Ces 4 sites internet-là, ça représente environ 350 000 annonces, 15 millions de visiteurs uniques tous les ans. Et notre métier, c'est de la mise en relation. C'est qu'on est une plateforme de mise en relation entre, d'un côté, des vacanciers qui recherchent la location pour leurs futures vacances et des propriétaires ou gestionnaires de logements. C'est important, c'est qu'on est une plateforme de mise en relation, c'est-à-dire qu'on n'est pas une plateforme de réservation comme d'autres concurrents, c'est-à-dire que la réservation ne se passe pas chez nous. Aujourd'hui, on travaille avec des particuliers, donc vos adhérents. On travaille également avec des agences immobilières, avec des campings et avec des offices du tourisme, des CDT et CRT. Et avec eux, on fait deux choses. On fait d'une part la diffusion des annonces de leurs hébergeurs chez nous. Et d'autre part, on met à leur disposition notre audience pour faire de la promotion de la destination. Donc aujourd'hui, on a une audience de 15 millions de personnes, c'est une audience qualifiée, parce que c'est des gens qui nous trouvent via du référencement naturel exclusivement. Ils qualifient leur recherche sur notre plateforme et derrière, on est capable de cibler une partie de cette population pour mettre en avant votre destination. Voilà ce qu'on propose. Demain, donc aujourd'hui, la réservation ne se passe pas chez nous. Demain, pour ceux qui le souhaitent, on pourra permettre, quand je dis demain, c'est dans un mois et demi, pour être précis, les particuliers ou professionnels qui souhaitent que la réservation se passe chez nous, on va pouvoir le faire. Ce sera sur la base de volontariat, c'est que d'autres acteurs ont préféré l'imposer. Nous, on laissera la main parce qu'on estime qu'on n'a pas la légitimité pour imposer un modèle marchand à nos utilisateurs. La réservation se passant chez nous, on sera capable de couvrir d'élargir en fait la chaîne de valeur qu'on couvre sur cette activité et de pouvoir accompagner les vacanciers dans la préparation de leur séjour et notamment en travaillant avec vous, puisque nous, notre métier, on ne sait pas ce qu'il y a d'intéressant à faire chez vous. En revanche, je crois que c'est un des points quand même qui fait
le cœur de votre activité. Et du coup, on va proposer aux offices du tourisme de présenter leurs fournisseurs, leurs prestataires, et pourquoi pas d'aller jusqu'à la réservation de ces activités sur notre plateforme. Merci beaucoup. Parfait. Merci Jean-Christophe. Alors, nous allons, sans plus attendre, entrer dans le vif du sujet. Un petit exercice un peu classique avant de bousculer un peu le parcours client, en tout cas on l'espère. On va se présenter très très rapidement, les 3 intervenants d'aujourd'hui. Comme j'ai le micro, je commence. Donc Philippe Persson, donc moi je suis responsable du secteur e-tourisme pour la Caisse des dépôts au sein de la direction de l'investissement et du développement local, qui est donc une des directions de l'établissement public de la Caisse des dépôts. Et à ce titre, nous investissons dans certains projets de tourisme numérique. Et bien entendu, la Caisse a toujours une activité d'investissement dans d'autres secteurs. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc très brièvement, à toi Pierre. Donc Pierre, cofondateur des agitateurs de destination numérique. Et là, dans une nouvelle posture, pas celle du consultant. Donc on en reparlera. Et Jean-Rémy. Bonjour, donc moi c'est Jean-Rémy. Je suis cofondateur et directeur général de PayinTech, une solution où vous avez votre bracelet tel que j'ai au poignet qui vous sert à payer et à gérer les activités de toute la destination, même à ouvrir les portes des hébergements. On en reparlera. Aujourd'hui, donc, boîte qui a 7 ans, 42 collaborateurs répartis un peu partout sur le territoire français. Première promotion du Welcome City Lab, parce que j'imagine que vous connaissez bien le Welcome City Lab, donc il y a longtemps. Et nouvellement, participation de la Caisse des dépôts depuis février dernier, où la Caisse a investi un peu d'argent pour nous aider à développer, beaucoup d'argent, pardon, pour nous aider à développer effectivement notre métier sur les destinations françaises. J'ai fait une énorme boulette. Et nous aussi, la Caisse des dépôts est chez nous, avec nous. C'est mort. Je croyais que tu avais oublié déjà. Non, Philippe. Bien, merci à tous les deux. Alors, très rapidement, on va donc aujourd'hui essayer d'évoquer cette question du parcours client dans la destination touristique. L'idée, c'est pas de vous faire un cours magistral, on va vous donner plutôt des cas pratiques, des débats entre PayinTech et agitateurs. L'idée, c'est plutôt de provoquer chez vous des réactions, de susciter des questions, donc n'hésitez pas à nous interrompre. On aura une session de 10 minutes de questions à la fin, de toute façon, au cas où vous ne nous ayez pas suffisamment interrompu lors de nos différents discours. Vous vous demandez déjà comment la Caisse des dépôts peut évoquer le sujet du parcours client et dans la destination touristique. Je vous rassure, ce n'est pas l'établissement public de la Caisse des dépôts qui a une grande expérience du parcours client. Même votre livret A, vous ne pouvez pas l'ouvrir directement chez nous, alors c'est vous dire. Cependant, l'idée, c'est le plus possible, comme je vous disais, de faire parler PayinTech et agitateurs là-dessus. Alors, un petit mot quand même rapide. Nous, on est évidemment un investisseur d'intérêt général. On a une présence historique dans le secteur du tourisme. En 2015, il y a eu énormément d'annonces, notamment lorsque Laurent Fabius était ministre chargé du tourisme, pour le lancement de ce fonds de développement tourisme en 2015 qui a mobilisé une enveloppe globale de 1 milliard. Je vous dis ça parce que c'est pour que vous compreniez que au-delà des annonces, il y a des choses concrètes qui se font et typiquement les investissements, les 2 exemples qui sont là sur scène aujourd'hui, PayinTech et Agitateur, sont des conséquences très très directes et pratiques de ces annonces. Donc on est très fiers d'avoir conclu ces investissements avec eux. Donc nos axes d'intervention beaucoup plus colorés. Oui, Philippe est en train de découvrir la présentation PowerPoint agitée de la Caisse des dépôts parce qu'il avait un truc tout moche. Et là, il se dit, waouh, c'est à moi ça. C'est voilà. Ta diapo, Philippe. Voilà, mais à force de me faire vanner sur la beauté de mes slides, je me suis dit, mais après tout, je vais les laisser faire. Et puis j'ai bien eu raison, parce qu'effectivement, c'est coloré, c'est beau. J'espère que personne de la direction de la com est dans la salle, parce que sinon, là, il va falloir que je rende des comptes. Donc, en vert, les places de marché. Non, alors en fait, je ne vais pas vous détailler tout ça, mais vous y verrez en fait peut-être un parcours de cohérence dans les investissements que la Caisse a fait. Donc les places de marché, historiquement, vous connaissez certainement, puisqu'on n'est pas très loin, vous connaissez NP, Nouvelle-Pyrénées, des stations de ski qui se regroupent donc, autour de cet axe et de cette forme de structuration du territoire. On a des investissements autour des places de marché.
l'information touristique et la réservation non sèche. C'est un projet que j'avais déjà présenté ici une autre année, joint venture qu'on a avec Michelin, donc j'y reviens pas, mais vous y verrez aussi une espèce de cohérence. Les data et les passes dématérialisées, là on est vraiment dans le sujet avec typiquement, une fois de plus, un agitateur ePaintech qui pourront vous illustrer pour agitateurs ce qu'on peut faire avec des data ou comment on peut les travailler différemment, et pour Paintech vraiment une illustration très concrète de ce que peuvent donner des passes dématérialisées dans les destinations. Alors les enjeux, ils sont multiples. Hein. Philippe, ouais. Comme voilà. Ça, ah pardon. Voilà, attention, je vais me mettre à chanter. Hein. On peut peut-être recommencer par le tour de table. Donc. Oh non, tant pis. Donc je disais quoi? Oui, je disais améliorer l'expérience du voyageur, faire grandir la valeur ajoutée pour les destinations, reprendre le contrôle des données clients. Bon, ce sont quelques idées un petit peu pour vous allécher sur les sujets qu'on va traiter dans quelques minutes. Alors, je l'ai un petit peu évoqué. Voilà l'étendue aujourd'hui du portefeuille e-tourisme de la Caisse. Alors vous pourrez me dire c'est peu, et si vous me dites c'est peu, je me défendrai violemment pour vous dire c'est beaucoup, parce que ça fait pas si longtemps qu'on a investi ce champ de travail. Donc on a ce portefeuille aujourd'hui d'activités e-tourisme. L'idée, bien entendu, est pas forcément de faire grossir en volume ce portefeuille. L'idée, c'est de le déployer. Et c'est vraiment la raison d'être de cet atelier aujourd'hui, c'est qu'on souhaite le plus possible que les services dans lesquels on a investi s'imprègnent à la fois des évolutions de vos métiers, des métiers des DMO, et que vous, DMO, vous puissiez le plus possible réfléchir à la meilleure façon d'utiliser tous ces services. Donc c'est un peu ça le fil directeur. Voilà, et ce sera pour moi une des dernières jolies slides à vous présenter. C'est quelques pistes pour 2018. Alors, comme vous le savez, on investit en appui des politiques publiques dans un contexte d'intérêt général. Et j'annonce ça un petit peu en avance de phase pour 2018. On s'est aperçu qu'il y a une forme d'économie qui est extrêmement diffuse, extrêmement éclatée, et pour laquelle il n'y a pas aujourd'hui d'opérateur national de référence ou de GAFA ou de BATX qui ait pris la place de tout ça. C'est l'économie des loisirs touristiques. Par loisirs touristiques, on entend tout ce qui peut s'apparenter au guide, au sport, à la découverte, à la randonnée, kayak, vélo, enfin tout ce que vous voulez, partager des informations sur le patrimoine, etc., etc. Donc cette économie des loisirs touristiques fera l'objet d'une étude qu'on va lancer fin 2017, début 2018, à des fins un peu de structuration de cet écosystème. Et j'anticipe déjà que certains d'entre vous seront approchés pour donner leurs opinions sur ces sujets. Et puis pour en finir et pour donner un petit peu les grandes perspectives, mais ça vous le savez déjà, on a quand même des dates assez structurantes, assez motivantes, assez impressionnantes qui arrivent en France, hein, bien entendu les Jeux Olympiques de 2024, et cet objectif quantitatif qui a été commenté moult fois sur un horizon de 100 millions de touristes en 2020, cet horizon qui avait été justement énoncé dans les premières assises du tourisme en juin 2014, vient d'être confirmé par les nouvelles équipes gouvernementales en place. Voilà. Et bien sur ce, on va, comme je disais, rentrer dans le vif du sujet. Alors, messieurs, qui s'y attaque? Le parcours client, par quoi on commence? Pierre? On n'est pas là pour faire un parcours client exhaustif, loin de là. On est là pour appuyer sur nos compétences avec Paintech et pouvoir vous partager nos valeurs communes là-dessus. On nous a demandé de faire une diapo pour présenter nos entreprises. Moi, j'ai fait une tapisserie et ça nous va plutôt bien. C'est de voir comment Agitateur, que certains connaissaient comme accompagnateur, est devenu aujourd'hui un faiseur avec la Caisse des dépôts, où aujourd'hui, on accompagne des destinations à développer des stratégies de séjour, une façon de repenser
la collecte d'informations touristiques, d'impliquer ces prestataires touristiques, de créer ensemble ce contenu, non pas dire à un office de tourisme, je dois connaître l'exhaustivité de l'offre d'une destination, mais vraiment de pouvoir dire, moi, office de tourisme, et on monte à tous les niveaux, moi, DMO, je suis avant tout un facilitateur de rencontres de gens qui connaissent le terrain. Je ne suis pas le seul à le connaître. C'est une espèce, comme on disait ce matin en plénière, hein, une espèce de coming out là aussi. Quand on dit à ces prestataires touristiques, vous savez, moi je ne connais pas tout sur ma destination, loin de là. J'ai besoin de vous. Ça fait bizarre hein, de dire ça, mais ça fait du bien. Ça fait baisser la pression. Et en fait, notre solution est basée sur le « j'ai besoin de vous ». Ce sont des solutions qui vont permettre de collecter des secrets locaux. Oui, on l'a appelé comme ça, c'est des bons plans, des pépites, ce que vous voulez. Mais en fait, c'est la vie réelle, c'est que du bon sens. C'est de dire quand vous allez dans une chambre d'hôte, quand vous allez dans un hôtel, au petit-déj le matin, vous avez un propriétaire qui vous fait le job normal, classique, qui vous dit « et alors vous allez faire quoi aujourd'hui ?» C'est pas exactement comme dans un office de tourisme, parce que le conseil éclairé, lui, il s'en fout, il le fait par défaut. Il sait très bien qu'on n'est pas là pour le juger, on n'est pas là pour le tester, et c'est beaucoup plus simple. Je vous en prie, quand quelqu'un passe devant et que c'est la caisse des dépôts, on dit rien dans cet atelier. Donc Raphaël, vas-y, installe-toi, bonjour, bienvenue, ça va les enfants? Ouais, tranquille. La famille, bien, bien. Et donc, nous, cette idée, c'est de changer un peu la façon de collecter cette matière. Parce que le propriétaire de la chambre d'hôte ou de l'hôtel, le matin, il va vous dire, il va regarder la météo, il va regarder, tiens, vous êtes en famille, moi, je serai de vous, j'irai à la ferme auberge, machin bidule, chez Michel. Parce que chez Michel, vous allez manger le meilleur truc bidule. C'est ça la vraie vie. On n'arrive pas aujourd'hui à faire ça avec un DMO. On est juste au stade au-dessus dans les systèmes d'information touristique. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de qualifier à fond cette donnée fine et de pouvoir la pousser sur des solutions numériques et de pouvoir développer aussi ce qu'on a pu poser comme conciergerie de destination. De dire mes experts locaux, mes conseillers en séjour vont avoir une matière, un conseil éclairé beaucoup plus évident parce que ce n'est pas l'office de tourisme qui dit d'aller chez Michel la ferme auberge. C'est un consortium au final d'acteurs locaux qui se cooptent quelque part et qui vont pouvoir faire cette recommandation. Ça va pour le moment. Ah bah t'as un micro, parfait. Bah oui, j'ai un micro. Bonjour, rebonjour. Donc PayinTech, présentation rapide de la société. Donc nous, on fait ce qu'on appelle des marketplaces physiques ou plus facilement, plus clairement, des monnaies locales qui vont servir justement à fédérer avec un seul objet, la consommation de tous les touristes sur le territoire, avec toute l'atomicité des acteurs qu'il peut y avoir. Alors, pourquoi au début on s'est dit on va effectivement proposer cet outil, parce qu'à la base c'est un outil logiciel, technologique, à fort impact business et à fort impact marketing pour les destinations. Tout d'abord, c'est qu'on est parti d'un constat, c'est que le bon client dans le tourisme, c'est quelqu'un qui dépense plus que ce qu'il avait budgété, qui est content de le faire et qui a envie de recommencer. Donc on s'est dit, il va falloir que notre outil puisse servir à la fois à augmenter les paniers moyens sur le territoire, donc à la fois chez les publics, chez les privés, mais tous les partenaires de la destination. Puis ensuite, qu'il soit content de le faire, parce qu'effectivement, il y a deux manières d'augmenter les revenus. Soit vous faites comme le taxi à Marrakech, vous arnaquez le client, ça marche une fois, mais ça ne marche pas deux, donc la personne n'a pas envie de revenir après. Soit effectivement, vous réenchantez son expérience, vous facilitez son expérience, son parcours, et la personne, dans ce cas le touriste, il est heureux lui-même de dépenser plus sur les opérateurs, et donc effectivement ça draine tout l'écosystème économique derrière. Et qu'il a envie de recommencer, comment? Effectivement pour pouvoir travailler sur toute la partie repeating, pour pouvoir attirer les clients qui puissent revenir derrière sur la destination, parce que c'est effectivement fondamental pour mettre dans la durée justement le modèle économique de la destination. Voilà. Et puis deuxièmement, en France, on est parti aussi du constat que tout le monde connaît ici, qui est qu'en France, on n'est pas sur un tourisme de produits où on va voir Mickey ou que ce soit, etc. On est vraiment sur un tourisme de destination intégré, profond, où derrière, le visiteur a envie d'aller dans une destination pour l'intégralité justement de ses partenaires, de ses paysages, de ses traditions, etc. Donc il y a vraiment une intégration complète. On ne vient pas pour consommer un produit, on vient vraiment pour découvrir une destination. Et c'est partout en France, c'est l'exception. Peut-être pas la seule exception mondiale, mais c'est une des exceptions mondiales, contrairement aux anglo-saxons où on a développé un tourisme de produits. Donc derrière, il fallait, vu qu'on est en tourisme de destination, mais qu'il y a énormément d'atomisation des acteurs, des sociopros, des commerçants, des prestataires de services, des publics, des privés, etc., pouvoir avoir un outil fédérateur. Et par l'objet, par la rematérialisation, on en parlera tout à l'heure, on a permis effectivement de travailler sur un parcours client complètement intégré, et qui permettent en plus d'être un outil fédérateur fort pour les DMO, de fédérer justement tous les sociopros qui sont autour. On regardera des exemples précis tout à l'heure. Et enfin,
Et une troisième chose, c'est effectivement 3 révolutions technologiques qui ont touché le tourisme, que vous connaissez bien. La première, c'est Booking.com, qui a permis de mettre en concurrence toutes les destinations. Donc il y avait toute la différenciation est à retravailler aujourd'hui, enfin ça fait quand même 10 ans. Et en plus, les hébergeurs ont vu leur marge complètement chuter, avec des intermédiaires qui sont arrivés. Deuxième, Airbnb, que vous connaissez, TripAdvisor enfin, qui a permis d'enlever le métier de producteur. Aujourd'hui, on ne produit plus de produits touristiques. C'est le client final qui choisit parce que derrière, des outils comme TripAdvisor lui permettent de créer lui-même son parcours. Donc à partir de là, il y avait besoin d'une différenciation, d'un réenchantement des destinations, mais également de la repersonnalisation, la personnification en fait du voyage. Et donc c'est pour ça que PayNtech, on y viendra, avec un objet unique, alors c'est une puce RFID, mais ça on s'en fiche un peu, c'est des questions purement techniques, permet à la fois d'être un porte-monnaie pour payer chez l'intégralité des commerçants, mais également un pass activité, et pourquoi pas intégrer des services additionnels comme l'ouverture des portes, comme de la gamification et un peu tout ce qu'on va voir après. Tout ça pour pouvoir augmenter les chiffres d'affaires, les paniers moyens, et à but marketing, c'est-à-dire valoriser la destination, donner une image digitale, donner une image innovante, et pour pouvoir travailler justement sur la collection de données qui vont permettre de travailler sur les repeaters, donc pour que les gens y reviennent derrière. Alors l'émotion, oui, là, je sais que tu vas sauter sur le sujet, on t'a entendu ce matin, l'émotion c'est important pour les agitateurs et pour PayNtech. Non, la petite interruption que je fais est en fait plutôt sur l'envers du décor. C'est-à-dire que l'émotion, évidemment, c'est le sentiment qu'on va rechercher quand on est touriste. Mais la question que j'aimerais vous poser brièvement à tous les deux, c'est quelle est la techno qu'il y a derrière? Parce que comme vous le savez, avant qu'on investisse chez vous d'ailleurs, vous en avez un petit peu souffert, en tout cas sué, hein, on vous fait passer des audits techno assez sévères. Et l'idée, c'est quand même que vous nous présentiez, mais vraiment brièvement, la technologie qu'il y a derrière vos systèmes. Certes, l'effet recherché n'est pas la techno, mais en quelques mots, d'abord Jean-Rémy, ensuite Pierre, est-ce que vous pouvez nous dire quand même comment ça fonctionne? Alors effectivement, on a une boîte techno avant tout, on a des docteurs en interne, diplômés de doctorat en cryptographie, des trucs avec une grosse avance, des brevets qui ont été déposés sur l'industrie de la carte à puce. Effectivement, nous, on propose un système global qui a un but marketing ou business. Donc si vous voulez vraiment qu'on parle de techno, on peut dire qu'on a une sorte de moteur transactionnel qui sert à la fois d'organe de configuration et de moulinette de transaction, le tout processé sur un format blockchain. C'est pas très intéressant, c'est pas très parlant. Effectivement, on préfère plutôt dire qu'on est un prestataire de monnaie privée, de monnaie locale, à haute valeur ajoutée, qui est basé justement sur des puces. Donc les puces que vous avez dedans ou que vous voyez, c'est des puces RFID, c'est un peu ce que vous avez dans certains types de transport. C'est des puces sans contact, voilà. Et puis derrière, effectivement, il y a une grosse machinerie, mais où il y a des brevets, il y a plein de choses. Vous avez vu la caisse, tout ce qu'il y avait derrière sous le capot, mais c'est effectivement pas très intéressant d'en parler aujourd'hui. Ça va, je pense, être barbant. Tu veux dire qu'il y a une moulinette en fait? C'est ça en fait, quand vous allez voir la caisse dépôt, vous dites qu'il y a une moulinette. Voilà, une grosse moulinette. C'est le nom de code. Et, chez Agitator, c'est vrai que pour nous, c'est un nouvel exercice public. Pour les gens qui nous connaissent, oui, c'est vrai qu'on a mis cette diapo. On travaille sur l'émotion, sur le ressenti, sur le qualitatif. Mais derrière, pour que ça fonctionne, oui, il faut des techniciens, il faut des équipes là-dessus. Et chez Agitator aujourd'hui, comme vous chez PayNtech, on a, vous savez, ces gens-là qui ne sortent pas. Enfin si, nous on les a là-haut. Ça s'appelle des développeurs. Et en fait, notre solution est résumée en une phrase. C'est le bon plan au bon moment. Et on essaye de se rapprocher, on n'y arrivera jamais, j'en suis convaincu, de se rapprocher d'un conseil humain dans un office de tourisme. Quand je rentre dans l'office de tourisme, vous savez, il y a un algorithme dans la tête du conseiller en séjour. Il est telle heure, je regarde dehors, il fait telle météo, je connais le profil des personnes qui sont devant moi. Des fois, il faut se faire gaffe parce que l'algorithme peut vous piéger. S'il a des chaussettes avec des sandalettes, déjà, vous savez ce que vous allez lui donner, alors que peut-être pas. Donc, le non-jugement, j'en vois une là-bas, le non-jugement, Christine. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est cette version-là en numérique, de dire, il est telle heure, je suis à tel endroit, je vais interpréter la météo, je vais interpréter le trafic routier, je vais interpréter une donnée qui n'existe pas assez dans vos systèmes d'information touristique, qui est la durée de l'expérience, qui est une chose basique en fait. Quand on est client, quand on part dans balade, vous avez des gamins, ça change la donne si c'est 30 minutes ou si c'est 4 heures. C'est tout bête. Mais vous savez quoi? Les 3/4 d'entre nous tous, là, on ne le met pas, on ne le renseigne pas, cette donnée. Cette donnée, elle est hyper importante parce que quand vous allez recommander, par exemple, un musée, si le musée a une durée d'expérience sympathique, agréable de 2 heures, qu'il ferme à 18 heures, attention,
Vous êtes prêts là, hein? Il ferme à 18h. Il est 15h30, mais j'ai 45 minutes pour aller au musée. Ça veut dire que je vais arriver à 16h15 au musée. Eh ben, je ne dois pas le pousser, lui. Aujourd'hui, on ne voit pas beaucoup ce type de solution. On n'est pas là pour dire qu'on a un algorithme à la Google, hein. Non, non. Mais c'est vrai qu'on fait gaffe à ça derrière. C'est vrai que moi, je préfère des charroux plutôt que du code binaire, mais il faut les deux pour que la solution fonctionne. Et c'est vrai que tu parlais tout à l'heure d'audit. Moi, ça ne doit pas se faire, et ils ne doivent pas le savoir, mais j'ai filmé un bout de l'audit, je pourrais vous le montrer tout à l'heure. En fait, on va à la Défense, et on va dans les grandes tours à la Défense se faire auditer par des grosses boîtes. Et moi, j'ai découvert un nouveau langage, et c'est hyper intéressant, ça m'a créé de l'émotion aussi. Mais ça, je vous montrerai la vidéo tout à l'heure. Pour aller maintenant dans le cœur du sujet, une fois qu'on a pu présenter nos entreprises, en fait, on aimerait de façon, j'insiste, non exhaustive, parce que si on avait plus de temps, on aimerait le faire même participatif. C'est ce qu'on s'est dit ensemble, c'est de dire, les gens dans la salle, là, on les connaît, c'est des gens qui, tout le monde a sa connaissance, a sa compétence et a ses expériences. On en connaît plein là qui ont des trucs, des pépites à mettre dans ce type de roue relationnelle. Moi, je l'ai construit comme ça à la base. Elle n'est pas exhaustive, elle est là pour... Attendez, je vais me mettre devant parce que s'il y a des... Ça. Oh putain, sur Twitter, ça va y aller. Non, ici, vous avez une approche. On va prendre juste un tout petit peu de temps pour la détailler. On va l'illustrer après. C'est intéressant. C'est 10 € la photo. Bon, maintenant qu'on est à la caisse, on verra tout se par paye. mail, laissez-nous dans Bon, voilà, on a découpé en 3 morceaux qui sont basiques, l'avant, le pendant et l'après. Et ces 3 morceaux sont après découpés en micro-morceaux qui sont très clairement l'inspiration. Quand je regarde un déraciné des ailes, waouh, j'ai envie d'aller là-bas. Waouh, cool, c'est cool. L'étape 2 de Marou, qui est pour nous ici des mots très importantes, qui est la découverte et la planification, la préparation. C'est juste avant la résa, vous savez. Donc là, on est en première ligne, nous. Idéalement, dans un parcours client, la première étape, c'est j'aimerais bien qu'il tombe sur mon site internet, tant qu'à faire. Et vous savez quoi, si on a regardé Déraciner des ailes et qu'il est 21h32, on va le voir dans la diapo d'après, mais à 21h32, le mardi, je ne sais pas combien, quand Déraciner des ailes passe, dans un parcours client idéal, nous, ce qu'on vous conseille déjà, c'est de mobiliser l'équipe pour qu'elle soit physiquement derrière l'ordinateur, qu'il y ait un chat qui soit vrai, réel, pas un chatbot, pardon, mais des vrais gens derrière à 21h32 ce jour-là, parce que ce jour-là, on sait, vous allez regarder vos stats, on sait que vous allez avoir un pic de fréquentation ce jour-là. Et bien sûr, on va personnaliser la page d'accueil en mettant en avant, vous venez de regarder Déraciner des ailes, vous êtes en train de regarder Déraciner des ailes, boum, voilà ce que vous êtes en train de regarder, maintenant vous pouvez le consommer et l'acheter chez nous. C'est pas forcément une usine à gaz à mettre en place. Je ne pense pas qu'on aura des usines à gaz à mettre en place dans notre présentation. Dans l'étape 3, on est sur la partie commercialisation. Et là, je vous laisserai en reparler après, côté PayinTech. Cette confirmation où au final, je ne sais pas si vous avez déjà fait une résa sur Airbnb, tout le monde va dire « Oh non, tu sais, nous on travaille dans le tourisme institutionnel, Airbnb, on n'a pas le droit. » Bon, maintenant, sérieusement, vous avez vu un peu quand vous faites une résa Airbnb, si vous avez loupé le fait que vous avez fait la résa, c'est que vraiment vous faites exprès, quoi. Vous avez une notif appli, vous avez un SMS, vous avez au moins 2 mails. Alors vous dites, oh là là, c'est des bourrins. Bah ouais, sauf que visiblement ça marche, quoi, et ça rassure. On est dans une démarche de rassurance. Je ne veux pas me faire arnaquer. À l'inverse, imaginez un propriétaire de gîte comme souvent, qui va dire, ok, c'est tout dans le mail. Et on en a tous, hein. Tu veux dire quoi? Ok, ok, il y a de la dispo ou ok, c'est ok? Parce que là, moi, je suis pas en confiance, quoi. Donc, il y a un boulot à faire là-dessus. Il y a un boulot d'accompagnement, hein, très clair. On a des outils derrière tout ça. On va détailler tous ces trous. On va la détailler et on va l'illustrer. Là-dedans, s'il y a plein de termes que vous ne comprenez pas, rassurez-vous, c'est vraiment normal. Vous ne prenez pas la tête avec ça. Alors, avec ton autorisation, je t'en prie. ou plutôt sans ton autorisation, oui, plutôt. On a tweeté, si vous voulez la roue, si vous voulez récupérer l'image en haute qualité. Donc sur, on dit le roue. Le roue, voilà. Oui. Sur PayinTech, si vous regardez comme ça, vous avez tout ça et vous pouvez le récupérer au lieu de prendre des photos de mauvaise qualité. Du roue de loin. Voilà. On peut peut-être passer sur le détail. Après, on va illustrer certaines étapes qu'on maîtrise. C'est surtout ça qui est important. On est sur la première étape, c'est de planification. Donc, on va la passer vite. Louis, on peut y aller. C'est ce qu'on disait. Vous êtes sur un site internet de destination. C'est cool. À ce moment-là, à ce jour-là, parce qu'il se passe ça, on va personnaliser.
On va personnaliser et surtout, le truc incontournable aujourd'hui, enfin on le précise, mais on est tous OK, c'est d'avoir ce chat en ligne. On était dans la même salle l'année dernière avec des gens qui ont fait une toute petite levée de fonds de 140 millions d'euros qui s'appelle iAdvise. iAdvise qui devient le leader européen de la relation client en ligne, en fait, qui bosse beaucoup avec Voyage SNCF, Air France et tout ça. Ces gens derrière, et vous aurez Voyage SNCF, tout à l'heure vous pourrez voir François Bidouzé, ces gens sont des vrais humains derrière le chat. Oui, on parle de chatbot, c'est les trucs automatiques. Oui, ok, c'est utile. Mais là, nous, on est sur de la destination. Sincèrement, je vous recommande avant tout de mettre des vrais humains derrière. Et les vrais humains, c'est pas les gens du marketing ou de la communication ou du numérique. Les gens qui doivent discuter, là, je suis désolé, hein, mais c'est les filles de l'accueil, les fameuses de ce matin. Et là, il y a combien de services où ça marche pas comme ça du tout, en fait. Quand on a grossi et qu'on a tellement bien structuré, c'est le numérique ou la com qui gère cet outil. On fait une grave erreur, en fait. Je le dis juste comme ça. Hein. On passe vite sur la résa parce que, oui, le cycle relationnel de mail et tout, sincèrement, on ne va pas s'embêter avec ça. Juste dire une chose sur un moment qui est le post-réservation pré-séjour. Vous savez, c'est cette partie qui est souvent molle, en fait. J'ai réservé, et puis j'attends, jusqu'au séjour. Sauf que depuis quelques années, les gros acteurs, et dommage, c'est que les gros acteurs, entretiennent la relation. On est dans ce qu'on appelle souvent le continuum relationnel, de dire je vais garder le lien avec vous. Je reste sur l'exemple Airbnb, hein, en termes de relation client d'avant-séjour, ils sont assez bourrins, mais c'est bizarre, hein, les gens, ça ne les dérange pas. Ils vont vous écrire environ tous les mois, et puis après tous les 15 jours, et puis après toutes les semaines sur le dernier mois, et puis la dernière semaine, vous en avez au moins 3. Je sais pas, ça dérange pas les gens, parce qu'on est dans du relationnel, on n'est pas dans du bourrin commercial marketeux, même s'ils vous poussent de l'expérience, c'est ça qui est intéressant. Ils vous font de l'upselling ou du cross-selling. Hyper intéressant à observer tout ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir là quelque chose qui nous rapproche tous les deux dans les convictions, et de voir que quand la Caisse des dépôts investit sur des entreprises, il y a une notion de développement territorial et une notion de développement économique, et quelque chose de palpable. Vous êtes dans du produit totalement dématérialisé quelque part, et vous l'avez rematérialisé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, on peut passer à Louis, c'est de se dire, vous savez, enfin, on s'est fait vraiment tout savoir quoi, par le numérique. C'est que dans cette étape d'avant-séjour, on a oublié que la matière existait. Aujourd'hui, quand vous confirmez une réservation, je sais pas moi, un hôtel, c'est quoi qui vous lie à l'hôtelier? Question piège de 14h24. C'est un email. C'est un email. Vous avez déjà touché un email, vous? Ça se touche pas un email. Ça se touche pas, c'est pas sympa. Il y a un truc qui est simple, oui, vas-y. C'est de voir comment certaines entreprises, quand on est en conférence avec plus de temps, on parle souvent des macarons la durée. Pour nous, c'est une des meilleures. Ah, ça met super mal à l'aise quand nous... Il y a le stucru là qui... Non, mais je t'en prie, Carole, vas-y, tranquille. Voilà. Vous pouvez, les gens autour d'elle, vous pouvez montrer qui est en cause. Qui mange des pâtes. Nous sommes dans un atelier délation. C'est beau. Quand on parle de matérialiser la relation et de la pérenniser, hein, on parle des macarons la durée. Parce que les macarons la durée, vous achetez la boîte de macarons la durée et jamais vous ne la jetez. Ces gens, c'est un modèle d'entreprise. Ces gens ont investi sur la matière qui entoure les macarons. Parce que les macarons, on les bouffe et c'est bon, c'est réglé. La boîte de macarons, vous ne la jetez jamais. Ici, vous avez Magic Band, vous avez Mickey. Mickey fait partie de ces entreprises qui a totalement pris j'allais dire en otage, non, qui a transformé son client en VRP avant même qu'il consomme le produit. On pourrait peut-être avoir des détails avec toi là-dessus, je pense. Alors, Disney, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, déjà, tout le monde a entendu parler du fameux milliard de dollars qu'ils ont payé pour acheter leur truc. Personne n'en a parlé, ils ont payé $1 milliard. Bon. Alors, ils en sont vantés, mais en fait, c'est juste qu'ils ont payé 10 fois trop par rapport à ce qu'ils avaient prévu à la base, mais peu importe. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand vous alliez à Orlando, à la base, vous allez voir Mickey pendant 3 jours. Vous aviez du Mickey, du Donald, du Dark Vador, du Picsou, du machin, etc. Il y avait un imaginaire collectif, un imaginaire immersif dans lequel, effectivement, vous étiez de A à Z, d'un côté dans le Roi Lion et de l'autre côté dans Star Wars et de l'autre côté dans la Princesse des Neiges. La Reine des Neiges. La reine. Tu m'appelles pour ça. Mais c'est quoi l'émotion.
Voilà, l'émotion. Il se trouve qu'il restait un truc, c'est que quand vous alliez vous acheter un bonbon, une peluche, et puis la peluche, vous l'achetez 30 €, elle fait ça, enfin, vous voyez un petit peu ce qu'ils vendent chez Disney, et ben vous sortiez la carte. Et la carte, il y a marqué quoi dessus? Il y a marqué Visa, il y a marqué American Express, il y a marqué BNP, il y a marqué Chase, il y a marqué ce que vous voulez. Donc à partir de là, il y avait toujours, au moment du paiement, qui était le moment qui nous intéresse ici, de la consommation, parce qu'on parle ici de consommation, et ben on revenait dans le monde réel, et puis on voyait le logo carte Visa, etc. Donc qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, on va créer un moyen de paiement qui va être ce bracelet-là. Mais ce bracelet-là, ils n'ont pas mis que le paiement, ils y ont mis aussi les fast pass, donc les réservations d'activités où pour aller faire le grand 8 machin, vous allez réserver l'activité 3 heures à l'avance, comme ça vous ne faites pas la queue. Ils ont aussi mis la clé pour ouvrir les serrures d'hôtel. Et puis derrière, tout un tas de gestion qui permettrait de remonter les datas. Donc ok, ils l'ont payé 1 milliard, sauf que ce bracelet, il arrive chez vous avant. Après, vous le gardez, donc les gamins dans la cour de récréation, ils l'ont, ça donne envie aux autres gamins qui vont demander à leurs parents d'aller chez Disney. Et surtout, non seulement ça fait un outil marketing fort sur l'amont et sur l'aval, on en parlera après, mais surtout ça coûte 13 $. Ça veut dire que ce truc-là, ils ont beau le payer une fortune, ça a beau être bien packagé, et ils ont beau avoir payé leur système IT 1 milliard de $, ce qui est beaucoup encore une fois, et ben malgré tout, 13 $ plus les petits pics que vous pouvez rajouter avec la tête de Donald, la tête de Mickey, la tête de Picsou, etc., que vous achetez 2 $ pièce à la boutique Disney, et les gamins ils rentrent dedans, ils ont envie de tous les acheter, donc au bout d'un moment votre bracelet vous a coûté 20 $, et ben ça rembourse, peut-être pas tout de suite, mais ça rembourse petit à petit le milliard de $, et ça part sur un ROI, tout en étant un outil marketing extrêmement fort. Pourquoi? Parce qu'on a rematérialisé l'expérience du gamin. Le gamin, avec un bracelet, il est comme ça, bon celui-là il brille, ça c'est un exemple parmi d'autres, mais il peut être en cuir, il peut être avec la tête de Mickey, peu importe. Vous avez une intimité avec un objet, qui derrière va vous servir à faire un certain nombre de choses comme payer, mais payer de manière marrante, donc comme ça on paye plus ou on paye plus souvent. Également ne pas avoir à avoir des clés, à faire la queue, etc., etc. Et qui derrière va permettre à chaque fois que vous interagissez de remonter la data. Et donc Disney après, il va vous passer l'intégralité des produits dérivés, des choses comme ça, etc. que vous voulez avoir. Et puis en plus, il arrive même à vous rajouter les petits picots comme je vous ai montré. Jean-Rémy, est-ce qu'on est obligé de s'appeler Mickey pour avoir ça? Et de payer $1 milliard? Non, donc, comme vous l'avez vu, effectivement, je vous expliquais ce qu'on faisait chez Payntech, c'était à peu près ça. Ça coûte moins cher. Tiens, je vais te laisser faire une pause. À l'échelle d'une destination, donc Mickey, on est vraiment sur un produit complètement intégré. À l'échelle d'une destination, il faut voir quelque chose. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une guerre qui a été perdue, on ne va pas se mentir, c'est la guerre de la réservation avec les géants américains, les GAFA. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, hier, le client, il était à vous, ou il était à vos partenaires. Maintenant, le client, il a Booking. Et vous n'arrivez plus à discuter avec lui. Et donc, le fait de mettre le petit bracelet Mickey aux Deux Alpes, on va le voir ici, mais dans d'autres destinations, qu'on soit sur une destination urbaine, montagne, mer, ou alors un peu plus itinérante, ça va servir à quoi? Ça va servir à ce que le type, même si jamais c'est le client de Booking ou d'Airbnb, que vous n'aurez jamais son numéro de téléphone, vous n'aurez jamais son mail, et ben en fait, le fait de reprendre la main, vu que cette guerre elle est perdue de l'amont, vous n'allez pas concurrencer Booking demain matin, c'est pas possible. Enfin, vous continuez à le faire, mais vous n'allez pas remonter un truc aussi gros que Booking. Donc derrière, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez tout ce qui est consommation sur place, dans les commerces, chez les prestataires d'activités, chez les différents prestataires d'activités sportives, etc. que vous avez, chez les hébergeurs, et derrière, vous recréez un écosystème qui va vous permettre de récupérer le contact avec le client, et derrière, de pouvoir lui parler, récupérer ses données, lui proposer les bonnes offres, etc. en direct, sans passer par l'OTA, qui de toute façon vous a volé votre client. Mais on a beau crier en mode ils nous ont volé leur client, malheureusement, ils ne vont pas vous le rendre. Donc à partir de là, ça vous permet une solution comme ça, comme Mickey, mais comme les Deux Alpes, de pouvoir refédérer l'intégralité de la destination, de se former et de récupérer la relation client, ce qui est le plus important. Donc exemple sur les Deux Alpes. Alors en été, on travaille avec des petits bracelets. En hiver, on travaille carrément avec le forfait de ski. D'accord, je ne vous rentre pas dans les détails techniques, mais on ne va pas rajouter un bracelet en hiver, parce que tout le monde a le forfait. Et donc effectivement, c'est un objet. Alors qui peut être bleu, rouge, vert, en cuir, en machin, ce que vous voulez. Ça peut être une bague, ça peut être un porte-clés. Et qui va servir à interagir, à payer les activités, à payer les glaces chez les commerçants, partenaires, à pouvoir, pourquoi pas même accéder à certains accès dans des zones, ou voir chez les hébergeurs, ou alors les casiers de piscine, enfin tout un tas de choses. Le RFID, c'est une techno très standard. Nous, on ne fabrique pas des puces, hein, on fabrique, comme je vous l'ai dit, le bac qui est derrière. Et donc à partir de là, on voit que l'intégralité des commerçants, et certains de vous viennent de la montagne, vous savez comment il y a quand même une certaine, je ne vais pas dire rivalité, mais il y a quand même une certaine difficulté à fédérer des commerçants sur des territoires, en particulier en montagne pendant les saisons. Et ben derrière, ils ont joué le jeu.
Ça a augmenté les chiffres d'affaires de tout le monde parce que derrière, vous avez votre gamin, vous lui passez ce bracelet, il va à droite, à gauche, consommer, prendre une glace de plus, prendre un petit tour de poney en plus, etc. Donc derrière, ça fait vivre économiquement le tout. Et puis pour la destination, ça lui permet de faire à la fois sa destination, récupérer, faire son marketing, récupérer toutes les données justement de ses clients pour pouvoir retravailler, les faire revenir, éviter les problématiques de lit froid, permettre le développement économique, etc., etc. Donc ça a aussi une visée étude, on va dire. Là, très clairement, on peut l'imaginer exactement de la même manière que Mickey, de l'envoyer en amont du séjour et de matérialiser quelque part c'est absolument confirmation. Que derrière, quand tu reçois ton petit coffret avec un bracelet que tu as pu choisir sur quel que soit le système de réservation, qui peut être le système de réservation une centrale de réservation de la destination si elle est structurée comme ça, on récupère les infos, on les met dans le bracelet. À Paris, par exemple, on a des points de distribution et des points vendus à distance. Donc, pour le CRT Île-de-France, on fait le Paris Région Pass, qui inclut des activités telles que des bateaux-mouches, l'Arc de Triomphe, voilà, et que là maintenant on va ouvrir au commerce, au premier commerce bientôt. Et là, vous les récupérez soit dans les aéroports, au desk physique, soit directement en ligne, et vous les faites envoyer dans votre pays. Ce qui est énorme en termes de bienvenue, parce que derrière, on peut mettre le courrier de bienvenue dans la bonne langue qui va bien, sur la clientèle internationale, ou alors la petite blague, si jamais vous êtes sur une clientèle nationale, mais que vous avez quelqu'un qui vient à Pau et qui vient de Lille, vous pouvez lui faire une petite blague sur le Nord. S'il vient d'Alsace, vous lui faites une petite blague sur l'Alsace. S'il vient de Paris, Ah etc. non, on blague pas avec l'Alsace. Philippe, moi je suis lorrain. Il y a des trucs qu'il ne faut pas déconner, mais j'aime bien les Alsaciens et les Alsaciennes. Mais voilà, donc effectivement, de l'amont à l'aval, nous on dit souvent qu'on dématérialise les paiements, mais on rematérialise l'expérience. Ouais. Parce que quand vous rematérialisez l'expérience, c'est là où vous avez le plus de puissance. Tous ceux qui ont pensé faire du full mobile, comme si tout le monde allait télécharger une application, c'est compliqué de faire télécharger une application à quelqu'un. Derrière, quand on vous file un truc, c'est du plastique, il n'y a pas besoin de savoir lire, écrire, compter, pas besoin d'avoir un compte bancaire, pas besoin d'avoir de la batterie. Vous pouvez avoir 3 ans à avoir ce truc, ça passe. Bon, du coup, on imagine que demain, à Pau, on l'a dans une boîte avec des éléments de Pau qu'on envoie au client avant son séjour. On part ensemble. L'anti-usine à gaz, quand on part ensemble, je sais pas, et j'espère qu'il y en a déjà qui le font, parce que l'idée, c'est pas forcément d'être innovant, c'est d'être pertinent. Le jour du départ, oui, on peut y aller, ouais. C'est tout simplement de faire le truc qui existe depuis des années, mais tout le monde ne le fait pas encore, quoi. Le SMS, c'est génial. Le SMS pour souhaiter une bonne route aux gens. Si on le couple avec un email où vous allez proposer l'itinéraire sur Waze et Google Maps, mais Waze cartonne à fond. C'est rien. Si dedans vous greffez, ce qu'on peut voir après, si vous greffez la playlist de votre destination, oui, on revient dans l'émotion. Mais c'est ça le voyage aussi. On fait la route ensemble. Et si vous aviez la playlist, soit de la destination, soit des gens qui font cette destination, soit vous avez des bars sur votre destination parce que vous êtes une destination urbaine ou de station, là où il y a du bar qui bouge, soit vous avez des PMU et bon, c'est moyen. Mais si vous avez des bars sympas, ça vaut le coup de faire la valorisation des bars d'une destination. C'est des gens qu'on touche jamais, ça en général. Quand on a un démo, on galère avec ces gens-là. Là, ça serait cool de faire la playlist. Le routard, depuis la fin de l'année dernière, fait des playlists de destination. C'est un truc qu'on pousse depuis un petit moment. Moi, je trouve ça, même esthétiquement, je trouve ça juste superbe. Quand vous êtes sur Spotify ou sur Deezer, aujourd'hui, vous pouvez vous faire des balades par pays. Je crois que dans la salle, là, vous imaginez, allez dire à Christophe Marché au niveau OTF, waouh, si on avait une playlist de la France sur Spotify, ça déchirait. Moi, j'ai des chansons lorraines à vous donner qui... C'est peut-être pas les plus pertinentes, mais bon. Et déconne pas, Philippe, il y a des Alsaciens, c'est comme les Basques, il ne faut pas déconner. Imaginez, on est dans un parcours qui n'existe pas forcément, mais on est là pour l'imaginer, et puis peut-être que l'année prochaine, il y en a un qui va venir entre vous, là, dire « Ouais, c'est cool, on l'a ». Imaginez un drive de produits locaux. On est dans des démarches, j'insiste, de développement territorial local, de valorisation de circuits courts. C'est vachement noble, ça, c'est chouette, de dire un office de tourisme local, il est là pour valoriser ces circuits courts. Et si demain, on pouvait faire comme le drive du Leclerc ou le drive du Carouf, mais avec des acteurs locaux, avec des agriculteurs locaux, avec des artisans locaux, et qu'on proposait en amont du séjour, 7 jours avant, de commander le drive, non pas à Leclerc, j'ai rien contre Leclerc, mais tant qu'à faire, bouffer ta saucisse de Toulouse qui vient d'un boucher de Toulouse, et c'est cool, c'est vachement mieux. Imaginez ce qu'on peut faire là-dessus en termes de développement économique et de valorisation locale. Le drive d'avant-séjour,
Imaginez le jour de l'arrivée, vous venez à l'office de tourisme, vous avez votre super panier et tout le monde est content. Surtout que, encore une fois, on est sur un tourisme de destination en France. On ne vient pas consommer un produit, on vient prendre une expérience. Et on sait très bien qu'aller faire du ski à Tignes, aller faire du ski à Val d'Isère, ça n'a rien à voir. Alors que c'est juste à côté, c'est même le même domaine skiable. Aller faire un week-end au vert en Dordogne ou aller le faire en Ardèche, ça n'a rien à voir. Pourquoi ? Parce que derrière, les gens qui viennent dans une destination plutôt qu'une autre, la différenciation se fait sur un écosystème global. Et il faut savoir autre chose, c'est qu'aujourd'hui, les GAFA, à commencer par, alors les GAFA équivalents, à commencer par Booking et Airbnb, essayent, ils n'y arrivent pas parce qu'ils ne comprennent pas comment marche un territoire français, mais ils y arriveront un jour si personne ne les empêche. Ils essayent déjà de proposer des activités, des expériences, des choses comme ça avec le billet. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir perdu la réservation hôtelière plus la marge qui va avec, vous allez aussi perdre l'animation du territoire. Or, les personnes qui sont en mesure de contrer ça, c'est avec des outils techno comme nous, comme d'autres, etc. C'est vous. Ça veut dire que si jamais les institutionnels ne s'y mettent pas pour essayer de contrer, pour essayer de fédérer justement cette population, pour recréer cet univers immersif, etc., mais avec un milieu atomisé, hein, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, le drive de produits locaux, la musique, les musées, le sport, etc., etc. Effectivement, ça sera un GAFA qui y fera, parce qu'au bout de 10 ans, 15 ans, ils vont réussir à trouver une manière de le faire si jamais ils ne peuvent pas le faire demain. Et derrière, ça enlèvera aussi le pouvoir. Mais alors, est-ce qu'on est en train de dire, Jean-Rémy et Pierre d'ailleurs, est-ce qu'on est en train de dire que ce moment qui cristallise un petit peu le début du séjour, ce moment de l'accueil, est-ce que c'est un moment qui aujourd'hui nécessite d'être complètement revu ? Est-ce qu'on peut faire ça dans une transition assez fluide ? Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour changer ce moment de l'accueil assez pointu, assez important ? En gros, on sent bien que sur la vie d'un touriste, dans tout le milieu de l'expérience, que ce soit sur un concert qui dure 2 heures ou sur un séjour qui dure 1 semaine, ce qui est compliqué, c'est le début et la fin. Vous vous souvenez toujours du début et de la fin. Le début, on connaît tous ces histoires. Vous arrivez sur une station ski, vous arrivez sur un camping, vous arrivez sur un resort. Le samedi midi, c'est pas très dur, vous faites la queue partout. Ça veut dire qu'il faut récupérer les clés, il faut récupérer le voucher, le machin, etc. Il faut aller à l'office de tourisme récupérer les infos. Bon, et donc derrière, le parking, vous attendez partout. Et puis derrière, l'opérateur, lui, tous ses salariés, donc il est obligé d'avoir plein de gens qui se font défoncer le samedi midi parce qu'ils sont en train de bosser comme des malades. Voilà. Et en plus, ils font des choses d'assez basse valeur ajoutée parce que ces gens-là, ils sont obligés de prendre les clés dans le tableau, de vérifier que c'est la bonne, de la donner, de faire plein de choses qui ne servent pas à grand-chose, ou dans les stations de ski de vendre les forfaits, par exemple. La différence, c'est que si jamais vous arrivez à prendre des outils pour pouvoir avoir, dès l'amont du séjour, une vision de ce qui va se passer, un comportement en ligne, vous allez toujours les avoir, vos salariés. Sauf que vos salariés saisonniers, ils vont faire quoi ? À la place de faire de la manutention, qui est de basse valeur ajoutée, le samedi en particulier quand les gens arrivent, ils vont faire de l'accueil et de la vente. Et donc, que ça soit chez vous, des MO, ou chez les opérateurs privés comme les hébergeurs, effectivement, vous allez avoir toute une personne, tout un tas de... Il me fait rire, là, il m'accélère une blague sur son téléphone, j'ai oublié ce que je voulais dire. Voilà. Ah, vous allez pouvoir effectivement transformer ces gens-là qui étaient des gens de manutention en des gens qui vont faire de l'accueil, de la vente, du vrai accueil. Et derrière, le fait de pouvoir le faire va permettre d'avoir une expérience, un parcours client complètement facilité et donc derrière une bonne image pour revenir derrière. Alors là, on a fait le jour de l'arrivée, qui est galère ou top, et c'est vrai qu'il marque. Et puis après, il y a ce séjour. Ce séjour où là, on est en première ligne, nous, sur ces activités, nos 2 compagnies. La première, pour nous, on en est convaincus, c'est, tiens, le premier jour, je me connecte. Je me connecte à l'hôtel, ou je me connecte sur cette notion de Wi-Fi territorial, qui est un superbe, vraiment, cheval de Troie pour les destinations. De dire, quand je développe du Wi-Fi à l'échelle d'une destination qui coûte moins cher que 100 mètres de macadam quand on refait une route sur une commune. Et en plus, la Caisse des dépôts paye. Investi dans le Wi-Fi, n'est-ce pas ? Pour tout le monde. Et ce qu'on imagine bien, et parce qu'on en connaît des acteurs là-dedans sur le Wi-Fi territorial, pour les avoir en partenaire aussi, c'est ce premier contact. Si on n'a pas de Wi-Fi, ok, on peut faire sans. Oui, vous allez dire, les frais de roaming ont sauté, on s'en fout. Même quand vous êtes sur votre forfait à vous, s'il y a du Wi-Fi, on va utiliser le Wi-Fi. On ne va pas bouffer sa 4G tant qu'à faire. Et ce qui nous intéresse, c'est que le Wi-Fi aujourd'hui, ce n'est pas juste ça. Le Wi-Fi s'est transformé au fur et à mesure avec le Wi-Fi territorial en une solution de données clients, de CRM, de pushage
d'informations, là aussi au bon moment. Et quand on couple du Wi-Fi avec du contenu pertinent pendant le séjour, ça devient intéressant. Quand on lui demande son mail juste pour se connecter, ça devient méga intéressant parce qu'on va pouvoir lui pousser la conciergerie. On va pouvoir lui dire dans un email, le permission mail, le premier mail, on a le droit d'envoyer un mail, même s'il n'a rien demandé, pour lui souhaiter la bienvenue. Et c'est là que vous allez faire un super argumentaire sur ce que vous savez faire. Parce qu'il y a un truc qui craint, c'est que les 3 quarts du temps, on ne sait pas ce que c'est faire, par exemple, un office de tourisme. Donc du coup, on n'ose pas lui demander. Derrière, vous avez le cœur de métier pour nous. On va mettre un P, placement de produit. Non, c'est juste de la conviction. La conviction de dire, on va vous pousser des secrets locaux collectés par un office de tourisme et par les DMO auprès des acteurs locaux. Et dans ces plateformes, à ce moment-là, à cet endroit-là, je ne vais te pousser que des endroits qui ont été quelque part cooptés par les locaux. Donc, on a cette plateforme, cette web app, et on l'associe sur ce projet. Tu peux y aller. On l'associe à un élément pour nous hyper important qui est l'humain, de valorisation des métiers d'un office de tourisme. Ce conseiller en séjour qui est souvent vu vers le bas, on essaye de le valoriser avec une plateforme multicanal qui permet de le contacter à tout moment depuis la plage, depuis une terrasse. Et pour l'avoir testé maintenant depuis 2 ans, c'est juste génial de voir l'effet du SMS, juste le SMS. C'est génial de voir les discussions qui se créent derrière. La consommation sur place, bon, rapidement, ça, je vous l'ai déjà dit, c'est quoi? C'est un bon client dans le tourisme, c'est quelqu'un qui dépense plus que ce qu'il avait budgété, qui est content de le faire, qui a envie de recommencer. Donc derrière, quand vous mettez en capacité de paiement sans les enfants, ils peuvent avoir un bracelet parce qu'on leur prête pas la carte bleue, les étrangers, il n'y a pas de problème de devise, les commerçants peuvent partout encaisser et les utilisateurs peuvent tout le temps payer. Bah, derrière, vous avez des impacts macro qui sont très très forts en termes d'augmentation de chiffres chez les partenaires. Derrière, ce qui est pratique, c'est que dès qu'on a rematérialisé la chose, votre bracelet ou votre carte ou votre porte-clés, il va discuter quand même avec pas mal de services qui sont extérieurs. Donc derrière, si jamais il faut, là vous avez l'exemple d'une prise de photo, donc c'est des trucs qui se font en Vendée, vous avez votre bracelet, vous faites bip bip, ça vous débite 3 € et en plus vous rebalancez sur les réseaux sociaux. Donc ça veut dire votre utilisateur, il est tellement content de payer 3 € pour avoir sa photo et de la balancer sur les réseaux sociaux qu'il vous a fait votre promotion, non pas gratuitement, mais en plus il vous a payé pour la faire. Donc derrière, une fois que vous avez remis la main sur l'expérience client complètement, et ben effectivement, vous pouvez rajouter tout un tas de services additionnels. On peut imaginer aussi, il y a une boîte là-haut qui s'appelle Scaping, vous pouvez aller sur leur stand, qui fait des sortes de selfies où ils mettent en haut d'un sommet de montagne ou en haut d'un monument une photo, bah, vous vous tournez, vous bipez la borne, vous regardez là-haut, vous faites débiter 2 € et puis derrière, vous avez la photo qui est prise, qui est rebalancée sur les réseaux sociaux. Donc il y a toute une stratégie marketing à poser et qui peut aller également jusqu'à la surprise. La surprise, imaginez, vous recevez le petit texto des agitateurs, donc en fait qui est le vôtre, et vous recevez un texto qui vous dit l'association des commerçants de je ne sais où vous offre 50% sur votre prochaine bière dans les commerces un tel, un tel, un tel. Vous recevez ça, mais vous êtes max. Non seulement vous allez chercher votre bière, donc vous aurez payé 50% quand même de votre bière, mais en plus, vous imaginez comment on parlait tout à l'heure de personnification, de personnalisation du séjour. Vous allez recevoir votre bière ou votre entrée au musée moins cher, ou etc. Non, également parce que vous aurez remarqué que ce voyageur-là était un amateur soit de bière, soit de musée, soit de concert, etc. Donc derrière, la surprise, quand elle est sur le moment, ça donne un plaisir absolument fou. La collecte de data, le push marketing, la gestion des données financières, les études, etc. On en a parlé, c'est nécessaire pour vous de suivre effectivement ce qui se passe sur la destination, parce que sinon c'est Booking qui suivra à votre place. Et puis derrière, comme on l'a dit, vos vacanciers, le bon client, c'est quelqu'un qui dépense plus que ce qu'il avait budgété, qui est content de le faire et qui a envie de recommencer. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va, à partir de là, avec cette histoire d'objet collector, avec cette histoire d'expérience collector, avec sa playlist musicale dans la voiture, qui, si jamais il a un parcours parfait, va pouvoir effectivement devenir le commercial numéro 1 de votre destination. Parfait. Merci beaucoup Jean-Rémy et Pierre. Alors cet atelier finit à 15h06. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. 15h06. Donc ça nous laisse quelques minutes pour des questions. Il y a la télé. Au-delà des questions, on insiste vraiment sur le fait qu'il y a plein d'experts dans la salle. Ce qui peut être chouette aussi, c'est juste de valoriser une expérience locale sur un parcours un peu innovant que vous avez pu mettre en place aussi. Vous avez le droit. Pas 10 minutes, mais si vous avez 1 minute, on vous l'accorde et si vous pouvez le partager, c'est chouette aussi. Donc des questions ou des retours d'expérience, c'est cool, quoi. Alors, qui se lance ?
En général, quand personne n'ose, il faut que je sorte une question préparée à l'avance, qui ait l'air spontanée, etc., etc. Mais là, je suis sûr que quelqu'un a envie. Ah, ben voilà. Oui, bonjour. Donc, je voulais savoir, c'est pour le bracelet, est-ce qu'on peut charger de l'argent dessus? Alors ça, on va dire, c'est vraiment très produit. En fait, nous, on travaille de deux manières. Soit, vous prenez les deux Alpes. Les deux Alpes, l'hiver, c'est le forfait de ski, le paiement direct relié à votre carte bancaire, parce que vous n'allez pas charger pour derrière des charges là. L'été, c'est que préchargé. Donc c'est au choix. C'est soit des sortes de points. Je ne vous rentre pas dans les histoires réglementaires de paiement. La caisse nous a suffisamment embêté avec ça pour lutter contre le blanchiment, etc. Mais vous avez des schémas qui sont différents techniquement. Mais derrière, c'est au choix. Ça veut dire que si jamais vous êtes dans une destination où il vaut mieux faire du prépayé ou du pré-packagé, eh ben, on fait du pré-packagé avec les activités type CityPass, plus derrière un petit wallet qui est préchargé pour pouvoir aller commun. Si vous êtes sur une destination qui est beaucoup plus je paye avec un relié CB, ce qui nécessite quand même de faire l'acte de vous poser, et ben avec un plafond à chaque fois. Hein. Mais en fait, donc, dans ce cas, vous devez sur la tokenisation de carte bancaire, c'est-à-dire c'est comme si vous sortiez votre carte Visa et vous payez, sauf que là, en fait, vous sortez vos bracelets, vous payez. C'est ce qui se passe à Disney. Nous, on fait les deux. Après, ça dépend vraiment des besoins que vous avez. C'est le business et le marketing, encore une fois, qui vont être fondamentaux. Le parcours client, en fonction des clients que vous avez, qui vont être fondamentaux. Moi, je n'ai pas bien vu le lien entre réenchanter le parcours du touriste et toute cette action sur pousser le touriste à dépenser plus que ce qu'il avait budgété, etc. Et je dois dire que j'ai été en fait assez choquée par cette approche extrêmement business et qui, je trouve, est un peu années 70-80, parce qu'aujourd'hui, ce qui me semble vraiment pertinent, important sur le territoire, c'est plutôt de réfléchir à comment faire revenir le touriste à ce qu'il aime son expérience, à ce qu'il dépense comme il en a envie et pas être que dans du push. Et le réenchantement, j'ai un petit peu de mal à voir le lien. J'ai plutôt vu une approche business marketing, mais le réenchantement, je ne l'ai pas trop vu. Je crois, bon, pour ma part, je crois qu'il n'y a pas de tabou à dire une destination dynamique est une destination économiquement dynamique. Et de pouvoir dire, l'idée n'est pas de lui forcer la consommation. L'idée est de lui pousser quelque chose qui va lui aller. Parce qu'un peu trop souvent, on est dans du mass information touristique qu'on peut pousser sur les supports qu'on a. Et la donnée fine qu'on peut pousser n'est pas assez développée. On en est convaincu. Parce qu'on ne maîtrise pas tout quand on est DMO. Et que tous ces locaux là, avec qui on peut bosser vont nous donner de la matière qui est, pour moi, de la matière qualitative, qui n'est pas de la matière commerciale. De dire, par exemple, je vous reprends des exemples très concrets, quoi. Dans la collecte de secrets, là, on va trop vite. On ne peut pas vous montrer la tête des gens quand ils se partagent les secrets. Mais je vous assure, on a des gens là qui connaissent bien ça dans la salle. C'est juste magique de voir la tronche des gens, des locaux, qui se partagent leurs secrets pour qu'après le DMO puisse les passer aux clients. Quand on se partage des secrets entre nous, on oublie qu'on est des professionnels, on est avant tout des locaux. Et je sais pas, il y a les yeux qui brillent, quoi. On parlait d'émotion tout à l'heure, on a provoqué en disant oui, ouais, on va vous parler de la technique. Parce que oui, c'est important. Mais au-delà de cette technique, il y a cette cohésion, ce team building de destination qui se crée et qui va pousser à nos clients des choses à consommer, aucun tabou. Mais aussi un coucher de soleil. Hein. Enfin, un coucher de soleil, c'est gratuit, donc c'est plutôt cool. Mais de manière pertinente. Voilà pour ma partie. Je ne sais pas si toi, Jérémy, tu veux répondre. Nous, on décrit souvent le tourisme comme c'est un pied dans le rêve, un pied dans la réalité. Donc, quand vous n'avez plus de rêve, ça s'appelle plus du tourisme. Ça s'appelle du business poussé à l'extrême. Quand vous n'avez plus de réalité, ça s'appelle il nous reste plus que 20 ans à vivre avant que Booking prenne le pouvoir. Enfin, il faut aussi être conscient qu'aujourd'hui, le but, c'est que si on veut sauver justement cette exception touristique française comme la culture, nous on bosse aussi avec la culture, on dit la même chose. Si vous voulez continuer à faire j'étais dans cette salle il y a 1 an ou 2 ans pour le congrès des salles de concert indépendantes qui sont en général, c'est ce secteur associatif, c'est un peu partout sur le territoire et ça valorise justement pas mal la culture rock, etc. mais de groupes qui justement ne pourraient pas se faire produire sinon.
Ce qu'on leur dit, c'est que si jamais vous ne voulez pas vous faire bouffer par des majors américaines qui vont commencer à à faire des concerts avec Rihanna tous les jours en France, et que vous voulez justement valoriser cette exception, etc., il faut mettre les barrières et le contexte économique et le cadre économique et justement trouver un équilibre économique et financier parce que vous allez vous faire bouffer sinon. Et donc derrière, qu'est-ce qu'on dit avec Pierre? C'est que ces innovations vous permettent d'avoir des armes qui vont vous permettre de mieux servir vos clients. Le but n'est pas de les faire des engraisser comme des oies qui vont faire du foie gras derrière. Le but est de justement les mettre dans des conditions qui vont faire en sorte que derrière, ça va générer du panier moyen additionnel. Encore une fois, le bon client du tout dans le tourisme, c'est celui qui dépense plus que ce qu'il a budgété et qui est content de le faire. Si jamais il n'est pas content de le faire, ça s'appelle totalement ce que vous dites, c'est le taxi à Marrakech qui vous prend 10 fois le prix, etc. Là, vous allez être très, très, très mécontent et vous n'allez pas revenir, vous n'allez pas recommencer. Quand les gens sont en bonne situation, que vous leur donnez ce qu'ils veulent, que c'est personnalisé, derrière, ça vous crée un cercle vertueux économique. Alors attendez, il y avait derrière. Non, pour rebondir sur cette question du push un peu trop commercial, pour avoir fait des enquêtes sur le terrain, je peux vous dire qu'un des motifs des enquêtes en face à face, hein, en Belgique, je viens de Belgique avec des Flamands, des Hollandais souvent, un des motifs d'insatisfaction et donc d'absence de réenchantement, c'est le fait d'être passé parfois à côté des bons plans. Et donc souvent, les clients me révélaient, tiens, je suis triste parce qu'on ne m'avait pas dit que je pouvais faire ça. Or, c'était quelque chose que j'attendais. Donc c'est clair que ça peut paraître très commercial, mais en même temps, on pousse des infos qui vont probablement enchanter le client et le faire revenir et lui faire activer son bouche à oreille. J'allais juste dire, en fait, ce que vous dites, c'est parfaitement ça. Et c'est la grande différence avec je pars en agence de voyage et le guide, toutes les 5 minutes, me demande si je veux faire un tour de manège en plus, de manière agressive, de savoir si je veux faire un truc en plus, d'essayer de faire de l'upsell de manière agressive. Là, c'est pas du tout ça. C'est comme vous le dites, la capacité à permettre au client de choisir parce qu'il va être confronté justement, enfin l'offre va trouver la demande très naturellement. Et c'est là, effectivement, où il y a toutes ces histoires de marketing. Oui, pardon, j'ai du coup 2 petites questions. La première, c'est au niveau de la fiabilité et la sécurité des données, puisqu'aujourd'hui, on est confronté aussi au fait qu'on peut se faire pirater notre carte bleue, qu'on est vraiment à la recherche de ce HTTPS. Du coup, effectivement, on peut recharger en amont, mais le fait de payer en direct et que ça soit relié à notre carte bancaire, est-ce qu'en termes de fiabilité, il peut y avoir des piratages, notamment chez les prestataires, par exemple, ou autres? Je vais laisser Payntech répondre, bien entendu, parce que c'est une question qui va vers Payntech. Mais moi, ce que je peux vous dire au niveau de la Caisse des dépôts, c'est que la question que vous posez, on s'y est intéressé, bien évidemment. Parce que pour nous, il est inconcevable d'investir dans une société qui ne respecterait pas soit les protocoles de sécurité en vigueur, soit la réglementation. Jean-Rémy a plaisanté tout à l'heure rapidement en passant sur les histoires de blanchiment, mais bien évidemment que toutes ces questions-là ont été passées à la moulinette des audits. Ce que je peux vous dire, c'est dans la limite de la connaissance actuelle, et des standards actuels et des normes actuelles, à la fois réglementaires et technologiques, nous, avant d'investir dans Payntech, on s'est assuré que Payntech soit conforme à toutes ces contraintes diverses et variées. Enfin, je te laisse spécifier. Non, mais effectivement, c'est une question technique purement, donc on ne va pas s'étendre, mais qui est fondamentale. Hier, vous aviez peur de payer en ligne votre réservation. Aujourd'hui, tout le monde paye sa réservation. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quand même une certaine confiance dans les technologies qui sont mises en avant, un peu tout le temps. Nous, on a les mêmes réglementations, enfin, on a les mêmes sur du paiement direct, comme ça, on a les mêmes réglementations et la même technique que Mastercard ou Visa. Parce qu'on utilise leur techno. Après, c'est vrai que la question se pose. Il faut faire attention aux certifications, plus généralement des prestataires, même quand vous bossez avec un opérateur Wi-Fi, par exemple, qui pourrait derrière faire quoi que ce soit. Mais du moment où les labels ou les preuves sont positionnés correctement, normalement, il n'y a pas de souci sur la chose. Alors, une toute dernière question. Oui, j'ai une question. Une toute dernière question, oui, ouais. merci. Alors, concrètement, justement, vous parliez de panier moyen et sur les 2 Alpes où vous avez fait une opération été comme hiver, c'est ça, si je comprends bien? Est-ce que été, pour l'instant. Alors, été, ouais. Quel est le panier moyen dépensé via le bracelet? Vous imaginez bien que je ne peux pas vous donner les chiffres des destinations, mais vous leur demanderez. Non, mais je peux pas donner précisément les chiffres des destinations de chacun des clients. On observe des paniers. Alors sur les destinations, en général, les paniers moyens sont répartis. C'est macro parce que c'est réparti avec plein de partenaires. Mais c'est des choses qui, en fonction on a plus de 200 clients et on va dire ça augmente entre 15 et 40%, sachant qu'à aucun moment il n'y a personne qui force, parce qu'on n'est que sur du tourisme, du sport, on est que sur du communautaire, donc il n'y a pas d'intérêt à forcer de manière effrénée la surconsommation, c'est pas le but. Mais au bout d'un moment, le simple fait de mettre les gens en capacité de payer plus rapidement, plus simplement, etc., fait que quand on est sur de la micro-transaction, ça peut monter assez haut. On ne parle pas des histoires d'hébergement, de choses comme ça, bien sûr. Hein, c'est vraiment de la micro-consommation. Ouais.
Désolé, c'est la question bonus. La deuxième dernière question. Juste une question rapide sur le modèle économique que vous déployez sur les destinations. Je m'adresse à Payntech particulièrement. Comment se finance l'outil? Bien. Bien. Non, premièrement, il faut comprendre que nous, à chaque fois qu'on travaille avec une destination, en fait, on a deux types d'activités. Soit on travaille avec des structures, hébergeurs, un stade de foot, une salle de concert, etc., qui gère sa propre monnaie locale, le Coliaboulou Club Med, si vous voulez. Soit on travaille avec des destinations où là, en fait, on bosse avec la superstructure qui est en général l'office de tourisme ou éventuellement le CRT à plus grande échelle, et tout un tas de réseaux satellites. Mais le client, dans ce cas, c'est le DMO qui est en place. Sur les structures fixes, en général, on passe par rapport à une licence fixe mensuelle, correspondant à l'intégralité des besoins. Sur les DMO, pour des raisons de financement, en général, on préfère des licences fixes, mais en général, on bascule sur un modèle de commissionnement, ça permet de lisser et de partager les risques. Derrière, après, il faut juste, il y a un petit peu de matériel à acheter, etc. Mais ça se revend très facilement. Je vous ai montré l'histoire de Disney qui revendait 13 $ ses bracelets. En général, nos clients ne revendent pas 13 $ leurs bracelets, mais ça peut se faire facilement. Et on essaie toujours de travailler avec des ROI qui sont strictement positifs dès la première année. Ça permet justement de travailler sur des petits tests au début et après d'agrandir, parce qu'encore une fois, le but, c'est un impact marketing et business. C'est pas de faire du SI comme on faisait du SI dans les années 90 en mettant un outil qui après sera pas ou mal utilisé parce que pas adapté, on va dire, aux évolutions de la clientèle. Il parle pas beaucoup, hein, Jérémy. Pardon? Non, rien. Non, rien. Non, mais en plus, non, je crois qu'il y a la plénière qui va commencer, voilà, en fait. La plénière va commencer. On vous remercie beaucoup d'être restés. En plus, on a nos deux stands qui sont là-haut. Donc, vous enchaînez direct avec la plénière. Ou pas? Attends, on nous a mis le stress, là. On est venu nous dire. Oh, profitez, alors. Profitez du soleil. Consommez. Nous allons vous pousser à consommer.